Depuis plusieurs jours, des Londoniens sont portés disparus. Les causes et motifs de ces disparitions restent obscurs, Scotland Yard n'ayant à ce jour aucune piste faute d'indices suffisants. Il est peut-être temps de faire appel au célèbre détective de Londres, Sherlock Holmes. Vendredi 7 novembre 1890. Londres est en pleine effervescence. Lorsque l'agent de police Spark débarque au 221B Baker Street en compagnie d'un kidam à la mémoire vacillante, un simple coup d'œil suffit à Sherlock Holmes pour le convaincre de s'engager dans cette affaire. Mais la découverte d'une poudre inconnue et d'un mystérieux ticket dans le manteau de l'amnésique docteur Herbert Fowler va finir par convaincre le détective qu'il est à l'aube d'un complot de grande ampleur. Mais cette fois-ci, il n'est pas question d'une simple enquête à laquelle Benoît Dahan et Cyril Liéron vont nous convier. Non, il s'agit d'entrer dans le cerveau même de Sherlock Holmes, dans sa mansarde, comme aimait à le citer John H. Watson dans une étude en rouge. Voilà une bande dessinée, singulière et surprenante, qui mettra à rude épreuve votre sens de l'observation. Une aventure où il vous faudra suivre le fil rouge. Alors, en route pour découvrir ce qui se cache dans la tête de Sherlock Holmes et explorer les circonvolutions créatrices des deux auteurs de cette bande dessinée originale et passionnante. Cyril Liéron, coloriste depuis 1995, est le fils de Philippe Lugui. Il a travaillé notamment sur Percevan, l'Arcantane Noir, Le Maître des Étoiles, Barberousse chez Dargaud, Red Label Voodoo chez Soleil, Cotton Kid chez Vent d'Ouest, Le Bras de Fer, La Maison Piège chez Dupuis, Dans la tête de Sherlock Holmes et sa première BD en tant que scénariste. Bonjour Cyril. Bonjour. Benoît Dahan, scénariste, dessinateur, coloriste. Après des études d'art graphique à l'ESSAG, il se lance dans l'illustration de presse, Le Monde, Libération, Science et Vie Junior, et de livres pour la jeunesse. Psycho-investigateur est sa première série de bandes dessinées qu'il réalise avec son ami Erwan Courbier. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc, entre l'adaptation d'une aventure originale de Conan Doyle et la création d'une enquête originale, vous avez choisi la deuxième solution. Pourquoi ? Alors, c'est très vite apparu, c'est-à-dire que des adaptations des écrits de Sherlock Holmes, il y en avait déjà eu beaucoup, et on avait envie véritablement de... C'est peut-être un peu prétentieux d'une certaine façon, mais de se mesurer quelque part à Conan Doyle et d'écrire une histoire qui était dans l'esprit véritablement de Sherlock Holmes et du personnage, tel que Conan Doyle aurait pu l'écrire, mais on avait vraiment envie de s'approprier cette partie de la création. Non, le fait de partir sur une œuvre originale, ouais. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés justement ? La façon de rédiger, la façon d'écrire, la façon de... Alors je dirais qu'au contraire d'une difficulté, je dirais que c'est presque une facilité au bon sens du terme, une aide de s'appuyer sur l'œuvre d'origine de Conan Doyle, parce qu'à chaque moment où on a un doute sur comment Sherlock s'exprimerait, comment Watson lui répondrait, il suffit d'entendre la voix entre guillemets de Conan Doyle et de se dire tiens, est-ce qu'il dirait ça ? Ça nous aide énormément en fait. Alors, il se trouve que Benoît et moi, on a pris depuis très jeune l'habitude d'écrire des choses, et notamment, on est tous les deux issus du jeu de rôle, et on écrivait déjà l'un et l'autre nos propres histoires pour les faire jouer à nos copains. Donc, cette partie de l'inventivité, je crois que ça nous a beaucoup aidé. Et des énigmes, etc. Et des indices à distiller, à donner aux joueurs qui soient suffisamment aiguillants, mais pas trop. Des choses comme ça, c'est des choses auxquelles, on ne va pas dire qu'on était habitués, mais avec lesquelles on était familier. Les références ne manquent pas. Notamment, par exemple, un Sherlock Holmes qui est très proche de Peter Cushing, et avec la version du Chien des Baskerville de la Hammer. Alors, ce premier film qui a été tourné en couleur, est-ce que ça a été une source d'inspiration ?
Oui, alors bon, tous les deux déjà, on a connu Sherlock Holmes dans notre enfance par ce film justement. Ce qui fait d'ailleurs que ça nous a marqué sur le physique de Sherlock Holmes, tous les deux, pour nous c'est Peter Cushing numéro 1, le plus ressemblant avec sa maigreur, ses pommettes saillantes, le nez, pour nous il est parfait physiquement. Ce qui n'empêche pas d'autres acteurs, dont Jeremy Brett et autres, d'être excellents, hein, bien sûr. Mais voilà, donc déjà il y avait Peter Cushing, donc effectivement le personnage que j'ai dessiné est quand même très inspiré de Peter Cushing. Et ensuite pour ce qui est de la Hammer, alors clairement oui, puisqu'on est tous les deux quand même bien fans de la Hammer aussi. Absolument. Et pas seulement du Chien des Baskerville donc. Tous les films avec ou sans Peter Cushing, et le traitement des couleurs, le côté un peu vieillot, les décors, l'aspect parfois un peu carton-pâte, tout ça, ça inspire beaucoup aussi dans certaines scènes avec les petits décors de carton que Sherlock utilise dans sa tête. Donc tout ça oui clairement, et les couleurs aussi, le parti pris un peu monochrome que j'ai pris, ça vient aussi de ça, de limiter le nombre de couleurs, etc. Voilà. Bon, on n'est pas allé jusqu'au rouge ketchup de la Hammer, mais et il fallait vraiment une couleur une dominante pour vraiment marquer et que les gens comprennent instantanément quand on est dans ce mode-là, qu'on est à l'intérieur de la tête de Sherlock Holmes. Donc à chaque fois que c'est le cas, tout est dans les bleus. Et ça aide beaucoup à ce qu'on comprenne assez rapidement. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'en plus, il y a quand même un code couleur séparé à chaque lieu. On pourrait interpréter ça comme le ressenti, puisqu'on est dans sa tête. Tout est vu du point de vue de Sherlock Holmes dans l'histoire, pas celui de Watson pour une fois. Donc à chaque lieu où il va, il y a une ambiance différente qu'il ressent. Donc on va dire quand il est à l'intérieur d'un théâtre, c'est avec le rouge foncé qui rappelle les rideaux du théâtre, etc. Voilà. Donc pour chaque lieu, il y a une couleur marquée, ce qui colle bien avec le concept et en même temps qui aide aussi le lecteur à identifier tout de suite les différentes ambiances. Voilà. Et les différentes scènes. Mmh. Et nous, Benoît avait envie, via la bande dessinée, justement d'explorer la vision et comment ça fonctionnait dans la tête de Sherlock Holmes, comment il interprétait ses indices, comment il les glanait, comment il les triait dans sa tête. Et d'ailleurs, Conan Doyle l'explique très bien, c'est-à-dire que souvent, à chaque fois, il explique comment Sherlock Holmes en est parvenu à telle ou telle conclusion. Il dit très bien à Watson, vous l'expliquez, il va être beaucoup plus compliqué que... d'expliquer mon raisonnement va être beaucoup plus compliqué que de vous dire quelque part la vérité telle que je l'aperçois. Et c'est ce que Benoît avait envie d'explorer via la bande dessinée. Et quand il m'a fait part de son projet, c'est là où il m'a véritablement convaincu qu'il y avait un intérêt à raconter une histoire de Sherlock Holmes via le média de la bande dessinée, et qu'il y avait tout intérêt à faire quelque chose qui avait pas été complètement fait, ou en tout cas survolé. Et puis en plus, il y a plein d'histoires écrites par Doyle, je pense entre autres au Mystère du Val-Boscombe, où vraiment Watson décrit Holmes comme s'il était complètement dans un autre monde dans sa tête quand il est en train de fouiller dans l'herbe à quatre pattes, et il se demande vraiment où il est à ce moment-là, enfin qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête. Il exprime, je sais plus avec quel mot, mais c'est vraiment ça. Donc c'était très intéressant justement, puisque tout le monde connaît l'histoire racontée par Watson, d'imaginer comment ça se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand il est dans cet état-là. Il y a une telle imbrication entre le texte et les dessins qu'on peut se demander si le texte est à l'origine des dessins, ou est-ce que c'est les dessins qui sont à l'origine du texte. Alors, bien sûr, quand même, comme dans à peu près tous les projets de bande dessinée, le texte avant tout quand même, bien sûr. Donc l'histoire, elle est réfléchie en amont, avant de vraiment réfléchir à tous les effets de mise en page, etc. Donc c'est quand même le texte d'abord. Maintenant, effectivement, c'est là où je dois être un peu épuisant pour mes amis avec qui je travaille au niveau du scénario, c'est que il y a des idées de mise en page qui s'imposent à certains moments de l'histoire, ou qui me viennent. Parfois c'est même Cyril qui a des idées qui lui viennent aussi et qui me les suggère. Et donc quand les idées viennent, ça peut effectivement influencer aussi le découpage du texte. Où des fois on revoit certains dialogues pour que ça s'articule d'une autre manière, pour pouvoir faire un type de mise en page ou une type de scène, ou de comment on va rentrer dans la tête de Sherlock Holmes à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est un peu dans les deux sens, ce qui est peut-être, je pense, plutôt rare. Alors un autre point de vue particulier aussi à l'intérieur de la bande dessinée, c'est d'expliquer ou d'expliciter un petit peu la façon dont Sherlock Holmes raisonne et la façon dont ils font ses déductions.
La BBC, avec le personnage de Sherlock, ont utilisé une façon particulière. Et vous avez utilisé aussi votre méthode. Est-ce que la bande dessinée est un terrain propice pour pouvoir utiliser ce type de méthodologie, on va dire? Et comment alors bon, forcément, comme on est passionné de bande dessinée, on va pas être très objectif en disant ça, mais je trouve que c'est un média vraiment exceptionnel au niveau pour pratiquer l'ellipse. Le lecteur interprète comme il veut ce qui se passe entre deux cases. Ça laisse une grande liberté d'interprétation au lecteur, et on peut jouer avec le support de mille manières. Alors ce qui est possible bien sûr au cinéma, dans les séries, et la série Sherlock est super à ce niveau-là, mais avec la bande dessinée il y a encore d'autres procédés qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire au cinéma, et inversement. Donc oui, de jouer avec les cases, le personnage peut sortir des cases, les mises en page peuvent être refléter ce qui se passe dans sa tête, ou avoir la forme de l'immeuble où ils sont en ce moment. On peut vraiment beaucoup jouer avec le support, et du coup l'intégrer à la démarche d'enquête de Sherlock Holmes. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si vraiment il y a une difficulté, elle est quelque part plus pour Benoît, c'est-à-dire de réussir justement avec ces mises en page qui sont très particulières, qui sont très créatives et originales, parce qu'il y a un débordement créatif chez Benoît véritablement, mais il faut qu'il se canalise d'une certaine façon. Non, mais c'est vrai, pour que ça reste accessible au lecteur. Et pour bien faire comprendre la démarche, et pour que ça fonctionne en fait. L'écriture d'une aventure de Sherlock Holmes, est-ce qu'elle nécessite de connaître sur le bout des doigts le canon de Conan Doyle? Alors selon moi, non, puisque d'abord je ne connais pas sur le bout des doigts toutes les aventures de Sherlock Holmes. En revanche, je crois fermement qu'il faut être très amoureux de la série, des personnages, et il y a quelque chose qui est très très important pour moi justement, c'est de rester dans l'esprit de ce que Conan Doyle avait donné, et c'est ce que je n'aime pas dans certaines adaptations, à savoir qu'on veut les moderniser, mais c'est ce qui est réussi avec Sherlock, c'est ce qui est raté selon moi avec une série, je crois que c'est Elementary, même si c'est intéressant, on n'est plus du tout dans le personnage. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment en connaître quand même plusieurs, et pas mal, et je crois qu'il faut s'en inspirer véritablement pour restituer ce que... enfin, en tout cas, ne pas trahir l'esprit de Conan Doyle. Ça a été un de nos leitmotivs, c'est vraiment ne pas trahir le personnage, ne pas les faire parler n'importe comment. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'attache tous les deux, véritablement, moi en particulier sur les textes. C'est-à-dire que j'aime bien que quelqu'un qui est éduqué pour l'époque parle d'une certaine façon, que quelqu'un qui l'était moins parle d'une autre façon. Ça, c'est pour moi hyper important, parce que c'est ce qui permet, ça fait partie de toutes les mécaniques qui permettent de rentrer dans l'histoire et de vraiment de s'y plonger, et de plonger dans une autre époque. Pareil, dans la façon que Watson a de s'exprimer, cette façon des fois un peu béate, d'admiration. Il faut que ça se sente. Là où c'est véritablement compliqué, c'est qu'on est contraint par la bande dessinée, avec des bulles qui sont assez courtes, et il faut arriver à comment dirais-je, à donner le ton en peu de mots, parce qu'on n'est pas sur un roman et on n'a pas toute la place que l'on voudrait. Pourquoi l'utilisation d'une forme de découpe sur la couverture qui forme justement quelque chose de très très particulier, de très intéressant, de très original sur cette bande dessinée? Alors la découpe dans la couverture, c'est un procédé que j'avais déjà utilisé sur d'autres projets avant, personnellement. J'aime beaucoup ça. Alors déjà, c'est aussi, ça casse les codes, parce que c'est un procédé qu'on a habituellement que dans du livre jeunesse, et presque jamais, c'est vraiment rare pour de la bande dessinée. Et justement, il y a un côté ludique avec ça. Et sachant qu'on rentre dans la tête de Sherlock Holmes, avoir son fameux profil qui est bien connu, bon là, avec une forme un petit peu plus architecturale, puisqu'on rentre dans sa mansarde, ça s'y prêtait vraiment très très bien. Comme toutes les aventures de Sherlock Holmes, ce sont les énigmes qui forment un petit peu la trame de cette aventure. Comment fait-on pour les distiller à sa juste valeur à l'intérieur de la bande dessinée? Ça, c'est une des difficultés. C'est-à-dire que en même temps, lorsqu'on écoute bien les explications de Conan Doyle, ou de Sherlock Holmes, c'est-à-dire que tout se base au départ sur l'observation.
et d'aller au-delà d'observation. C'est-à-dire que vraiment de regarder dans le détail et d'essayer d'en tirer une information. C'est ce qu'il fait tout le temps. Donc il reproche maintes et maintes fois à Watson de regarder mais de ne pas observer. Donc l'outil premier justement c'est l'observation et de la façon dont il l'interprète, parce que c'est vrai que même dans la vie de tous les jours il y a des choses évidentes qu'on peut déduire, et moi je me suis amusé par le passé des fois à faire à la manière de Sherlock Holmes, de regarder des gens, de regarder les chaussures, de regarder les mains, de regarder des petits détails, et c'est vrai que ça dit des choses des gens. Une des particularités de la bande dessinée, ce que tu as introduit à l'intérieur, c'est la notion du fil rouge, que l'on va pouvoir parcourir au niveau des pages au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette démarche ? Alors ça, c'est encore, tout comme pour la mansarde, c'est juste en se basant tout simplement et naturellement sur les mots employés par Conan Doyle, puisque quand il compare le cerveau de l'homme à une mansarde, il y a aussi des mots qui reviennent fréquemment, et dont le fil. Il parle régulièrement du fil de l'enquête. Il explique que par moment, le fil va s'en mêler, que le fil se casse, etc. Qu'il faut poursuivre ce fil de vérité. Et donc, du coup, ça s'est imposé vraiment naturellement de représenter dans la bande dessinée le fil rouge, qui devient presque un troisième personnage de l'histoire. Il est là, il est présent à chaque page, et on le voit traverser derrière les cases, autour des cases, etc. Et à chaque fois que Holmes trouve un indice, il y a une petite capsule indice dorée qui apparaît, qui vient se greffer sur le fil. Et ces indices, plus tard, quand il ira dans sa mansarde, il va s'y rendre pour traiter les informations, agir sur les indices, essayer de les compléter, etc. Et Benoît aussi a voulu jouer avec ce fil au moment où, comme ça se fait parfois dans les romans, où il y a Sherlock Holmes qui invite Watson à élaborer une théorie. Et là, Benoît s'est amusé à faire une pelote complètement emmêlée, parce que évidemment, comme c'est pas aussi clair et limpide que chez Sherlock Holmes, le raisonnement de Watson, le raisonnement d'un coup devient un embrouillamini. Les planches, on a l'impression qu'elles cassent les cases de la bande dessinée traditionnelle, et avec des dessins qui s'épanchent justement comme des plans de cinéma audacieux. Quelle était un petit peu l'origine de cette démarche ? Alors ça, c'est ce que Cyril expliquait un peu tout à l'heure. Effectivement, j'ai toujours été dans cette... depuis très longtemps dans cette démarche de jeu avec le support, et donc notamment la forme des cases, etc. Et donc sur ma série BD précédente que je faisais avec notre ami Erwan Courbier, la série s'appelle Psycho-Investigateur, donc le personnage, c'est un psychanalyste qui a le pouvoir de rentrer physiquement dans les souvenirs de ses patients. Et donc ça permettait aussi, de par l'histoire, de beaucoup jouer avec le support. Le personnage sortait des cases, pouvait déchirer une bulle, etc. Donc c'est une démarche que j'ai depuis très longtemps. Alors, si ça collait pas au sujet, je ferais pas ça serait trop gratuit, mais là on est dans la tête de Sherlock Holmes, donc ça s'y prête beaucoup, le fait qu'il y ait un changement de case complètement différent quand on arrive dans sa mansarde qui représente son cerveau. Donc quand ça colle au sujet, je veux dire, on peut vraiment se permettre des grosses fantaisies, et je m'amuse beaucoup à ça, et j'espère que ça peut amuser le lecteur aussi. Donc c'est plus un jeu pour toi, un jeu graphique ou C'est un jeu, mais avec toujours la contrainte, et c'est important, et d'ailleurs Cyril est aussi là pour me calmer quand il faut, que ça devienne jamais gratuit, et que ça serve le récit. Il faut toujours que le dessin soit au service de l'histoire et pas l'histoire au service du dessin, c'est très important. Est-ce que, comme Conan Doyle le disait par rapport aux aventures de Sherlock Holmes, est-ce que pour vous aussi Londres est le troisième acteur de cette aventure ? Alors, pour moi, mais là c'est vraiment personnel, en partie. Mais pas seulement, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles et aussi certains de ces romans qui se passent en dehors de Londres, et ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, mais oui, Londres, il la décrit souvent comme cette ville grouillante où sont agglutinés... cloaque. Ce cloaque, où sont agglutinés des millions d'âmes, etc., avec toutes les possibilités d'enquête, tous les crimes possibles, etc. Donc oui, évidemment que Londres a une grande importance. C'est presque un personnage en soi, mais dire que c'est indispensable à l'univers de Sherlock Holmes, non, ça par contre je ne le crois pas. C'est-à-dire que cette époque-là sans Londres, on ne peut pas le raconter, pratiquement. Mais j'aime beaucoup les histoires aussi qui ne se passent pas dans Londres.
précisément. Alors après, justement, notre enquête là se passe dans Londres, hein, surtout pour une première enquête de Sherlock Holmes, c'est quand même assez indispensable. Et donc la ville a une grande importance puisqu'on voit à chaque fois qu'ils font un déplacement, Holmes et Watson dans la BD, on voit leur déplacement sur la carte. Donc, parce que j'ai une grande collection de gravures et de vieilles cartes, j'adore ça. Et donc en fait, on voit l'emplacement de la carte où ils sont et il y a un fil rouge qui nous montre leur trajet. Ce qui nous permet de visualiser ou au moins d'imaginer les distances qu'ils font, à quel endroit ils se rendent et où ça se situe, etc. Donc ça fait partie du côté qu'on souhaite assez immersif de la BD, de vraiment donner l'impression au lecteur qu'il rentre vraiment dans l'univers au maximum. Voilà. Est-ce que ça demande des recherches particulières, justement, le fait de restituer le cachet particulier de cette époque ? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ouais. Donc, il y a des livres pour ça. Et puis, heureusement, grâce à Internet, on peut quand même trouver pas mal de choses sur des photos anciennes de bâtiments, à quoi ils ressemblaient, etc. Donc, dans la mesure du possible, j'ai essayé de mettre principalement des bâtiments qui ont vraiment existé. Et quand on trouve pas à quoi ressemblait telle rue à tel moment, des fois j'ai un peu inventé en m'inspirant de l'architecture victorienne de l'époque. Dans la bande dessinée, d'ailleurs, pour un exemple, la morgue que visitent Watson et Holmes est une vraie morgue qui existait à l'époque, qui existe toujours, même si elle n'est plus utilisée, évidemment, ruine, et que c'est pratiquement une ruine, mais c'était une véritable morgue à l'époque. Une dernière question. Pour tous les lecteurs qui ne connaissent pas l'univers de Sherlock Holmes, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller comme aventure ou comme nouvelle ? Alors, moi, c'est assez simple. Ma favorite, et c'est pas très original, c'est le chien des Baskerville. Parce que je trouve qu'il y a un habile mélange entre le côté scientifique rigoureux de Sherlock Holmes et une petite dimension fantastique, puisqu'il joue là-dessus, puisqu'il y a cette soi-disant malédiction qui tombe sur les Baskerville du chien, et il y a toute une ambiance avec la lande, le brouillard, l'allée des ifs, et tout ça me parle terriblement et vraiment stimule l'imaginaire pour le coup, et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce roman, parce que c'est pas une nouvelle. Alors après, comme beaucoup de gens le savent déjà, la rencontre entre Holmes et Watson, c'est dans Études en rouge, donc comme point de départ, si je devais conseiller, je dirais peut-être ça, tout simplement, la première histoire, parce que c'est la rencontre. Mais je trouve personnellement qu'il y a certaines nouvelles qui courtes, pour quelqu'un qui voudrait découvrir, qui sont très efficaces pour ça. Je pense par exemple à Flamme d'argent, qui se passe aussi dans la lande. Alors ça peut être pour quelqu'un qui voudrait juste découvrir avant même de se plonger dans le chien des Baskerville. Flamme d'argent, je trouve que c'est une de mes histoires préférées, il y en a beaucoup que j'aime, parce que l'ambiance est géniale, l'enquête est pleine de petits détails, c'est vraiment très très bien ficelé, très bonne histoire je trouve. J'espère que cette affaire vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de plonger dans la tête de Sherlock Holmes et de partager en famille cette expérience immersive. Pour soutenir l'émission, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.